Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'History Club, le podcast qui vous raconte les petites histoires qui ont fait la grande. Qui n'a pas entendu parler des sorcières de Salem ? Mais est-ce que vous connaissez leur histoire ? Entre mythe et réalité, voici le procès de Salem. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de bien comprendre le contexte socio-économique et l'état d'esprit de la ville. Salem, au XVIIe siècle, c'est une colonie protestante très puritaine et donc très pieuse. Et d'ailleurs, le pasteur fait office de chef. La ville est divisée en deux. Il y a Salem Town, qui est le côté riche de la ville grâce à sa proximité avec le port, et Salem Village, le côté plus reculé et plus pauvre. Et entre eux, c'est assez tendu. En plus, la ville est régulièrement attaquée par les Français qui sont en train de coloniser le Canada et les tribus amérindiennes autochtones, pas contentes qu'on ait piqué leurs terres. On peut les comprendre, Rajoutez à cela le froid glacial, le manque de nourriture, bref, tout est présent. Notre histoire commence en 1691 dans un environnement propice à la peur et l'obscurantisme. Abigail Williams, 11 ans, et Betty Paris, 9 ans, respectivement la nièce et la fille du pasteur de Salem Village, Samuel Paris, se réunissent très souvent pour jouer. Et leurs jeux préférés, ce sont des jeux de divination. Elles essaient un peu de savoir qui elles vont épouser plus tard, combien d'enfants elles auront, ou encore quel sera le métier de leur futur mari. Et pour cela, elles sollicitent l'aide de Tituba, l'esclave du révérend, qui les initie à la divination. Et tout cela aurait pu rester des bêtises d'enfants, mais des choses étranges commencent à arriver pendant leur partie. Les petites filles racontent avoir les visions de cercueils, de spectres, etc. Et alors c'est tellement fort qu'elles sont prises d'angoisse, voire même de paralysie respiratoire. Et leur comportement commence à devenir très étrange. Elles parlent une langue inconnue, elles se cachent, elles traînent des pieds en marchant, et surtout, elles commencent à être sujettes à des convulsions et des hallucinations. Le village se pose beaucoup de questions. On fait venir le médecin, et le médecin il ne trouve pas de quoi elle souffre. Et surtout, le phénomène se propage aux autres petites filles, comme par exemple Anne Putman, Susanna Sheldon, Mary Warren, etc. On parle alors de possession satanique. On presse les enfants de questions. Qui vous a fait ça ? Qui a maudit notre village ? Mais c'est trop pour elles. Elles vont pas oser avouer qu'elles ont pratiqué la sorcellerie. Vous imaginez un peu ce qu'on leur ferait ? Alors, elles accusent d'autres. Et elles commencent par donner 3 noms. 3 femmes, un peu en marge de la société. Tituba, l'esclave donc des Paris, Sarah Osborne, et puis Sarah Good. Les 3 femmes sont officiellement accusées de sorcellerie le 1er mars 1692 et sont jetées en prison. Malheureusement, les crises d'hallucination et de convulsions de Betty et Abigail continuent. Ça veut dire qu'il y a encore des sorcières. Et les 2 filles continuent d'accuser. On accuse alors Rebecca Nurse, Abigail Hobbs, Délivrance Hobbs, Martha Corey, Elizabeth et John Proctor, et même Dorothy Good, la fille de Sarah Good, qui a seulement 4 ans. Et là, il est intéressant de noter que la plupart des accusés viennent de Salem Town, le côté riche de la ville, tandis que les accusatrices, elles viennent de Salem Village, la partie la plus pauvre. Et que la majorité des accusés sont des femmes. Bah oui, les femmes sont plus sensibles à être corrompues par le diable que les hommes. Vous savez, les femmes, cet esprit est assez faible, On peut supposer que les accusatrices ont choisi aussi des personnes bien particulières, comme Rebecca Nurse qui occupait la terre qui autrefois appartenait à la famille Paris. Et oui, les enjeux de territoire sont à prendre en compte aussi. À part Tituba, l'esclave, qui reconnaît avoir pratiqué des rites pour aider les petites filles à s'en sortir, tout le monde clame son innocence. Et c'est une vraie fièvre qui s'empare de la ville. La chasse aux sorcières est lancée, tout le monde se met à dénoncer son voisin ou sa voisine, les rumeurs enflent et les soi-disant sorcières sont jetées en prison. On estime entre 100 et 300 personnes accusées. Un tribunal est mis en place par le gouverneur William Phips en mai 1692. Les procès ont lieu une fois par mois et le gouverneur Phips a trouvé
comment démasquer les vraies sorcières des fausses sorcières, grâce à la preuve spectrale. Alors attention, il faut suivre. Lorsqu'une victime fait une crise, soit elle voit apparaître la personne accusée, soit le diable, et c'est là que c'est marrant. Puisque si c'est le diable qui apparaît, c'est en ayant pris la forme de l'accusé. Alors 2 possibilités. Si c'est bien l'accusé qui apparaît, alors bim, sorcier coupable. Soit c'est le diable, mais qui prend l'apparence de l'accusé, et comme à l'époque, pour prendre l'apparence, il faut soi-disant donner son accord au diable, donc bim, coupable aussi. Tout le monde est coupable, au bûcher. Alors, petite parenthèse, on imagine beaucoup que les sorcières ont été brûlées, mais en fait elles étaient pendues. Voilà, c'est pas cool, bien sûr, mais c'est pas comme dans les séries. Au total, ce seront 20 soi-disant sorcières qui seront pendues, 5 personnes dont un bébé qui vont mourir en prison, et un des accusés, Gilles Corré, un agriculteur de 80 ans, lui il refuse le procès. Pour lui, il est innocent, c'est débile, il n'a pas à se défendre. Eh bien, il sera torturé à l'aide de briques empilées sur son torse, jusqu'à ce que mort s'ensuive, et ça va durer 3 jours. Fun, hein ? Les dernières pendaisons seront effectuées le 22 septembre 1692. Entre les gens qui seront mis en prison, les gens qui fuient la ville pour ne pas être accusés à tort, l'économie est au plus mal. Il n'y a plus personne pour s'occuper des bêtes, qui du coup meurent, et plus personne pour s'occuper des récoltes et des champs, du coup tout le monde meurt de faim. En octobre 1692, les procès s'achèvent, grâce notamment à l'arrivée en ville du révérend et directeur de l'université d'Harvard, Increase Mather. Cet homme dénonce alors les méthodes employées et l'absence de preuves solides. Il publie le livre « 4 consciences concernant les esprits maléfiques » et dans cet ouvrage, il dira la phrase suivante « Il apparaît préférable que 10 sorcières suspectées puissent s'échapper plutôt qu'une personne innocente condamnée. » Et cette histoire, elle va tellement loin qu'elle a contribué à réduire énormément l'influence puritaine dans le pays. L'ouvrage d'Increase Mather est largement diffusé dans la région. La Cour suprême du Massachusetts décide de prendre les affaires restantes en main. Et en mai 1693, plus personne n'est accusé de sorcellerie. Au total, il y aura eu 20 condamnés, 29 morts et un tiers de la population incarcérée. Et la question qui se pose alors, mais c'est pourquoi tout cela s'est produit ? Et pourquoi on a laissé faire ? Une des théories avancées est celle de l'hallucination collective provoquée par la religion. D'autres théories parlent d'ergotisme provoqué par l'ergot dans le seigle, qui donne des effets semblables au LSD. Est-ce que c'est à cause de la jalousie les uns envers les autres ? Est-ce que c'est à cause de l'angoisse des raids des Amérindiens ? Est-ce le mépris de la religion envers les femmes ? Ou est-ce le mélange de tout ? Une chose est sûre, l'histoire du procès de Salem a marqué définitivement le monde, et on ne peut que constater que des siècles plus tard, cette histoire nous hante encore. D'ailleurs, de nombreux films, livres ou encore séries sont consacrés à cette histoire. Et vous, est-ce que vous connaissez vraiment vos voisins ? C'était History Club. À bientôt.